profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Sully découvre une lettre liée à un asile ancien. Après une série de meurtres inexplicables et la transformation terrifiante de son chef de chantier Jarvis en une créature démoniaque, appelée le Fossoyeur, Sully comprend qu'il est traqué par une entité surnaturelle capable de manipuler les esprits et de changer d'apparence. Le monstre s'échappe et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Je m'attendais à ce qu'elle referme la porte et m'attaque, mais au lieu de cela, elle s'est contentée de faire un signe de la main et de s'éloigner dans le couloir. J'ai envisagé de m'enfuir en criant, mais j'ai craint que cela ne provoque la chose qui se trouvait à l'intérieur de la jeune commissaire. Alors j'ai préféré rester dos au mur de la salle d'interrogatoire et appeler le commissaire Ellison sur mon téléphone. Je lui ai raconté ce qui s'était passé en chuchotant brièvement et il m'a dit qu'il arrivait. Fidèle à sa parole, moins d'1 minute plus tard, il entrait en courant dans la salle. En fermant la porte, il m'a regardé avec une frustration anxieuse. « Tu l'as revu ?» Je fis une pause, me demandant s'il ne s'agissait pas d'une autre ruse. Peut-être que le Fossoyeur avait pris le contrôle d'Ellison, mais je décidai que c'était peu probable et qu'il valait la peine de faire confiance à Ellison pour l'instant. Je secouai la tête. Non, la chose m'a juste parlé de la disparition de Jarvis. Elle m'a fait répondre à une question par la ruse et a semblé satisfaite de ça. Elle est partie d'ici en allant vers la droite et j'ai eu peur de la suivre. Il acquiesce. Je ne t'en veux pas. D'après ta description, j'ai demandé à la réception de vérifier si des femmes commissaires étaient parties au cours des dernières minutes. Une commissaire du nom de Rachel Minas est partie précipitamment il y a 1 minute. J'ai dit au central de la contacter, mais je ne sais pas si c'est possible d'après ce que tu me dis. Il s'assit à la table avec un soupir et fit un geste vers l'autre chaise. Écoute, je sais qu'il se passe quelque chose de merdique, et je ne pense pas qu'il soit probable que ce soit ta faute, mais tu es clairement impliqué, et que tu le veuilles ou non. La chose veut quelque chose de toi, alors si tu as d'autres informations, c'est le moment de me les donner. M'asseyant en face de lui, je racontai les détails que j'avais omis plus tôt sur ce qui s'était passé à la maison, ainsi que ce que j'avais lu jusqu'à présent dans la lettre du cercueil. Ellison m'écouta attentivement, ne parlant pas après que j'eus terminé pendant près d'1 minute. Bon, eh bien, plusieurs choses. D'abord, tu aurais dû me dire tout ça dès le départ. Ça n'aurait peut-être rien changé, mais ça n'aurait pas fait de mal. Deuxièmement, la façon dont les objets se trouvaient dans le cercueil est logique. Ou plutôt non, ce n'est pas logique. Mais c'est cohérent avec une théorie que j'avais à propos de Jarvis. Je fronce les sourcils. Quelle était votre théorie ? Il expire longuement. Qu'il ne s'était pas échappé. Qu'il est juste parti. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais je n'ai pas vu comment il aurait pu sortir de cette pièce sans se téléporter. Et je n'ai pas vu non plus pourquoi il aurait laissé un souvenir derrière lui. Parce que Minas ne mentait pas à propos de la pierre. Nous en avons trouvé une dans la cellule, exactement comme tu l'avais décrit dans le cercueil. Et puis, alors que je la surveillais pendant qu'un autre commissaire allait chercher un sac de preuves, elle s'est tout simplement volatilisée. Se passant la main dans les cheveux, il poursuit. Le fait est que Minas n'a jamais été dans cette cellule avec lui, ni la pierre. Pour autant que je sache, elle n'était même pas dans la section prison du bureau du shérif. Elle est commissaire à la voirie et vient juste de terminer son service. Je ne savais pas quoi en penser. J'avais toujours supposé que la pierre était liée aux personnes qui se faisaient prendre par la chose, mais cela semblait peu probable si c'est vrai ce qu'il disait. Une idée m'est venue à l'esprit. Elle était dans la maison d'un des ouvriers quand vous vous occupiez d'eux. Peut-être qu'elle a été infectée d'une manière ou d'une autre. Ellison secoue la tête. Non, c'est une bonne commissaire, mais elle est novice. Elle n'a pas été sur la route depuis 6 mois. C'est l'une des rares personnes que nous avons gardées en patrouille normale pendant que nous nous occupions de tout le reste. Il tapote le sac contenant la lettre. Tu dis qu'il y en a d'autres que tu n'as pas lues ? Oui,
J'ai été interrompu par Jarvis à l'hôpital, ai-je répondu. J'ai frissonné involontairement à ce souvenir et j'ai essayé de le repousser. On devrait finir de les lire. Jetant un coup d'œil à son téléphone portable, il me tendit le sac. Vas-y, lis-les à haute voix. Lis-les tout à haute voix. La première fois que nous avons été témoins de l'étrange dynamique de pouvoir entre le fossoyeur et le docteur Middleton, c'était lors de l'une de nos rares interactions sociales avec le service des hommes de Greenheart Home. Pour diverses raisons, la ségrégation entre les sexes y est généralement stricte, avec des ailes, des réfectoires et des espaces de loisirs séparés pour les femmes et les hommes. La plupart du temps, il était facile d'oublier qu'ils étaient là et c'était généralement préférable. À peine ai-je commencé à lire la lettre que le commissaire me regardait avec des grands yeux. Je n'y fais pas attention et je continue de lire la lettre à haute voix. Le pique-nique mensuel sur la vaste pelouse de Greenheart était toujours une épreuve. Certaines femmes attendaient ce jour avec impatience, s'efforçant de soigner leur apparence et tentant par tous les moyens d'attirer l'attention d'un ou de plusieurs hommes pendant les 3 heures que nous passions ensemble. Pour moi, cela se résumait à me blottir entre mes amis et à essayer d'éviter le contact visuel avec les hommes qui cherchaient activement une compagne. Bien que le pique-nique ait été surveillé, nos gardiens étaient loin d'être assidus, et j'ai fini par comprendre qu'ils fermaient délibérément les yeux si un couple s'éloignait vers l'un des arbres ou buissons éloignés, plus proche de la clôture du périmètre extérieur. Il n'y avait aucun moyen pour eux de s'échapper après tout, et si une indiscrétion conduisait à une grossesse, ils avaient les moyens d'en tirer profit également. Il doit être clair que je ne déteste pas les hommes, loin de là. Mais je n'ai jamais vu beaucoup d'avantages à ce genre de congrès purement physique, et ce n'est pas comme si je pouvais établir une relation avec quelqu'un que je voyais brièvement une fois par mois. Je plaignais leur sort comme le mien, mais je n'avais aucune envie de servir d'exutoire à la luxe refoulée d'un inconnu. Je me suis donc résigné à de petites conversations avec mes amis, à observer les nuages et à lire le dernier livre que je sortais de la bibliothèque de près. C'est la poésie qui me plaisait le plus. Et ce jour-là, je lisais de façon assez amusante Men and Women de Robert Browning. J'étais complètement absorbé, mais j'ai levé les yeux lorsque j'ai entendu un remue-ménage en haut de la pelouse, près du bâtiment. « Vous vous croyez malin, docteur ?» L'accent du fossoyeur était léger, mais sa voix chargée de menaces roulait sur l'herbe. Il s'adresse au docteur Middleton, qui recule d'un pas en levant les mains. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, Mix. » Je pouvais entendre de la colère dans la voix de l'homme, mais elle s'est brisée lorsqu'il a prononcé le nom du fossoyeur. Mix. Mix laissa échapper un rire humide et méchant. « Oh, je pense que vous le savez bien. Oui, je pense que vous le savez. » Il fit un pas vers le docteur qui recula à son tour. « Vous croyez que je ne suis pas au courant de vos petites affaires ?» Il regarda au loin pendant plusieurs instants, à tel point que je crus que le docteur Middleton allait répondre avant d'être interrompu par les mots suivants du fossoyeur. « Je le fais, c'est vrai. Je ne me soucie pas des bébés, mais je me soucie des camions, vous comprenez ? Maintenant tu me laisses tranquille ou je te fais arrêter. » Lorsqu'il a prononcé cette dernière phrase, j'ai eu l'étrange image d'une main arrêtant le pendule d'une horloge, tuant son mouvement, sa vie. J'ai appris plus tard que plusieurs de mes amis qui avaient assisté à la scène avaient eu exactement la même image que moi. L'une des infirmières en chef se dirigea vers la dispute, vraisemblablement pour aider le docteur Middleton qui s'écroulait. Mais le fossoyeur tourna son regard vers elle, la clouant sur place. « Cette petite fête est terminée, infirmière. Je veux que tout le monde rentre à l'intérieur maintenant. J'ai besoin de calme et de tranquillité sur ma pelouse pour m'entendre penser. » La bouche de la femme âgée bougea sans mot dire, tandis qu'elle se tournait vers le médecin. Même à distance, on pouvait deviner à ses épaules arrondies et à la façon dont il ignorait de la regarder qu'il était battu. Dépitée, l'infirmière se retourna et commença à appeler les autres infirmières pour qu'elles récupèrent leurs protégés et les ramènent dans leurs chambres respectives au Greenheart. Nous avons rassemblé nos affaires et nous sommes dirigés vers le bâtiment. Mais alors que nous nous approchions du sommet de la pelouse, j'ai senti quelque chose trembler au plus profond de moi.
Je me suis retourné et j'ai vu le fossoyeur qui me regardait, ses yeux sombres étant aussi stables que le regard de mort d'un crocodile ou d'un pêcheur à la ligne, voyant et ne voyant pas à la fois. Mon cœur fit un bond, puis un autre lorsque son regard suivit ses mouvements. Sa voix était rauque et profonde, et à une telle proximité qu'il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas m'enfuir en l'entendant. Me détournant de lui, je baissai la tête et murmurai « Rien ». Je me concentrai surtout sur la mesure de mes pas lorsque je franchissais le seuil du bâtiment, sur le fait de ne pas montrer la peur que je ressentais. C'est alors que j'ai entendu son ricanement derrière moi et qu'il a murmuré quelque chose de grave. Ce que je craignais alors s'était confirmé avec le temps. J'avais été marqué parce que nous appelions le fossoyeur. Quant à son faible murmure, il n'avait aucun sens pour moi lorsque j'étais à Greenheart, mais ici, au printemps 1931, je n'en vois que trop bien la signification. Après avoir fini de lire la lettre, j'ai levé les yeux vers Ellison. C'est le même genre de connerie qu'il me disait. Well, Minas. Mais tu vois ce que je veux dire. Ça a quelque chose à voir avec le fait de piéger certaines personnes pour qu'elles lui répondent plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ce n'est pas possible. D'après ce que tu dis, le commissaire ne l'aurait même pas vu. Il acquiesce, les traits tirés. Ouais, enfin je veux dire non. Elle n'aurait jamais eu l'occasion de se faire demander de la merde par Javis. Putain, continue. Je veux savoir comment on arrête cet enfoiré. Et c'est tout ce qu'on a pour avancer. Je savais d'après les pages que je tenais qu'il ne restait plus grand-chose. Et mon cœur s'est effondré à cette constatation. J'avais espéré que cette lettre du passé contiendrait une clé cachée pour arrêter cette chose. C'est toujours ce qui se passe dans les films d'horreur, non ? Il suffisait d'assembler les pièces du puzzle et la récompense était la chose qui pouvait tuer la bête. Mais ce n'était pas la peine de nous décourager davantage en les lisant à voix haute. Au lieu de ça, j'ai terminé la lettre. Au cours des mois suivants, j'ai vu et entendu des ragots sur plusieurs autres confrontations entre Meeks, le fossoyeur, et le docteur Middleton. Dans la plupart des cas, il semblait que le principal objectif du fossoyeur était de faire honte au docteur et de l'humilier. Mais il semblait y avoir un fil conducteur concernant quelque chose que le docteur faisait et que Meeks n'approuvait pas. Et ce n'est que la veille de Noël 1911 que j'ai compris de quoi il s'agissait. Nous étions tous réunis dans le réfectoire pour prendre notre dîner. Oie rôti, pudding aux figues et bol de pommes de terre fumantes remplissaient chaque table. Et malgré notre situation, l'humeur dans la pièce était en fait proche de la gaieté. Le docteur Middleton était assis à la table d'honneur, piochant avec aigreur dans sa nourriture, tout en faisant semblant de prêter attention à l'un des autres médecins arrivés à Greenheart quelques mois auparavant. Le visage du médecin-chef changea lorsque les portes situées à l'autre bout de la pièce s'ouvrirent avec fracas. C'était le fossoyeur. Il s'avança au milieu du long couloir et je frissonnai lorsqu'il me jeta un coup d'œil complice au passage. Sans réel effort, il bondit d'1,50 m sur la plateforme surélevée où se trouvait la table d'honneur, les mains lâchées le long du corps, comme un tireur d'élite dans les histoires que mon père me lisait quand j'étais petite fille. Le fossoyeur prit ensuite la parole. « Je te l'avais dit, Doc, mais tu pensais que tu savais mieux que moi. Tu pensais que tu étais intelligent et que tu pouvais me tromper. » Middleton pâlit visiblement. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Mix. » J'ai encore entendu ce ricanement rude. « Bien sûr que si. Tu n'as pas arrêté d'envoyer ton bétail ici. » Il a fait un geste dans notre direction. « Tu les envoyais à un autre boucher. » Soudain, il abattit son poing sur la table, l'enfonçant et faisant voler la nourriture au milieu des cris de terreur et des pas traînants. La voix du fossoyeur se fit entendre dans le vacarme, et je me demande maintenant s'il parlait vraiment ou si je l'entendais dans mon esprit. Mais je suis un boucher égoïste et avide et tellement affamé. Le visage de Middleton devint rouge de colère. « Tais-toi, imbécile! Tu vas nous ruiner tous les deux !» Je regardai la main de Mix s'élancer vers l'avant et transpercer la tête du médecin.
Les os et les viscères explosèrent sur les autres membres du personnel qui se trouvaient désespérément hors de leur plateforme et vers les portes. « Je ne veux pas partager, tu vois ? Je ne l'ai jamais fait. Je pense donc qu'il est temps de prendre un nouveau départ. » Il se retourna pour nous faire face, lançant son bras assez fort pour que la viande et le sang éclaboussent le mur du fond. Oui, je pense qu'il est temps de changer. Un certain nombre de membres du personnel et de détenus étaient maintenant devant les portes, mais ils ne pouvaient pas s'échapper. Seule la porte la plus proche de moi semblait ouverte, et les gens en sortaient en masse, tandis que des flammes commencèrent à apparaître le long des murs et des tables. J'avais été quelque peu subjugué par l'horreur qui se déroulait devant nous, mais la chaleur du feu me ramena à la raison. Je m'éloignai de la table et me dirigeai vers la porte, me frayant un chemin à travers la foule et sortant dans l'air froid de la nuit. Malgré le crépitement des murs couverts de flammes et la distance qui nous séparait du bâtiment, je crus entendre le rire de Mix. Près de 40 personnes sont mortes cette nuit-là. Le lendemain matin, j'étais dans un train qui me ramenait à ma famille. Mon voyage s'est déroulé sans incident, mais mon retour à la maison s'est fait sans cérémonie. Il n'a pas été question de parler de la maison de Greenheart ni de mon enfermement involontaire. La vie avait continué sans moi, et avec la perspective que j'avais acquise à la maison de Greenheart, je me trouvais reconnaissante d'en avoir été éloignée. Mes amis me manquaient terriblement, mais je ne les ai jamais revus ni entendu parler d'eux. Ma mère m'a dit sans embâche que je pouvais rester tant que je me comportais bien, mais qu'en cas de problème supplémentaire ou si j'essayais de quitter les bons soins de ma famille, on me placerait dans un hôpital d'État qui ferait passer Greenheart pour un paradis. La réalité de cette menace me terrifiait et, à ma grande honte, m'a permis de rester un prisonnier silencieux et docile pendant toutes ces années. Je me suis rapidement tenu à l'écart de toutes les activités familiales, à l'exception de celles qui étaient obligatoires, restant principalement dans ma chambre ou dans la bibliothèque aux heures où je savais que les autres n'étaient pas susceptibles d'être dans les parages. J'étais comme un fantôme qui hantait ma propre maison, et cette séparation me rassurait. Je me perdais dans les livres, j'écrivais des poèmes et je parlais de temps en temps à une tante éloignée au moyen de notre nouveau téléphone. Elle n'était pas en mesure d'améliorer ma situation, mais elle était néanmoins une voix bienveillante dans l'obscurité. Et bien que j'ai d'abord été découragé par ce moyen de communication étranger, j'en suis vite venu à attendre avec impatience ses appels, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Le dernier de mes appels avec ma tante fut étrange dès le début. Elle ne semblait pas intéressée par ce que je disais, et sa façon de parler semblait quelque peu anormale. Je me demandais si elle était malade ou préoccupée par un problème quelconque lorsque j'ai réalisé qu'elle ne me posait qu'une seule question. « Est-ce que tu veux que je vienne te rendre visite, Émilie ?» Ma poitrine s'est gonflée de bonheur. Cela faisait des mois que je voulais lui poser la question, mais je craignais que cette suggestion n'ait l'effet inverse, à savoir qu'elle la repousse. Essayant de ne pas paraître trop enthousiaste, j'ai fait une pause avant de répondre « oui » à bout de souffle. Un étrange claquement se fait entendre à l'autre bout du fil. « Ah, nous y voilà. Ça fait 2, ma fille. Ne t'inquiète pas, je viendrai bientôt te voir pour te donner le dernier. » J'ai laissé tomber le téléphone avec fracas et je me suis enfui de la maison, mais en vain. On m'a rattrapé, on m'a enfermé et on m'a surveillé de plus près par la suite. Ma famille s'étant apparemment habituée à l'idée de jouer les gardiens et préférant cela à l'embarras des institutions publiques. C'est dans ce piège que je suis resté, attendant qu'ils viennent. Oui, attendant qu'ils viennent. Car comment une telle chose pourrait-elle être humaine ? Quelques jours après mon dernier appel téléphonique, j'ai appris que ma tante s'était suicidée. Mais je savais que c'était un mensonge. Cette chose l'avait assassinée, et maintenant elle s'en prenait à moi. Mais elle n'est jamais venue. Les années passèrent, et tandis que le temps atténuait mes craintes et mes peurs, la banalité de mon existence me fit presque tanguir pour quelque chose d'aussi étrange que ce que pouvait être le fossoyeur. Bien sûr, c'était un souhait insensé, mais il fut bientôt exaucé. Cette fois, c'est ma mère qui m'a demandé si je voulais manger.
Et dès que j'ai répondu, j'ai senti le changement s'opérer en moi. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait mis le feu à mon cerveau. J'ai trébuché sur le seuil de ma chambre et je me suis effondré contre mon lit, glissant sur le sol alors que le monde devenait noir. Quand je me suis réveillé, j'ai su que j'étais ruiné, souillé. Je le sentais s'installer dans mon esprit, dans mon âme. Il ne prenait pas souvent le contrôle, mais je sentais qu'il envoyait des vrilles pour sonder mes pensées et mes sentiments. J'ai commencé à avoir des pensées sombres et perverses, ainsi que l'image récurrente d'un visage qui était à la fois mix et pas mix, dont la bouche était une entaille rouge pleine de couteaux brisés coupant et recoupant la longue langue violacée qui sortait de sa bouche, humide et affamée. Je pouvais sentir cette bouche dans mon esprit, me consumant petit à petit, me remplaçant par quelque chose d'autre. Je pouvais sentir cette langue sombre, errer et chercher, brûlant tout de son contact acide. Je la sentais lécher les cavités intérieures de mon cœur. Ma mère est morte maintenant, et ils ont décidé que c'était de ma faute. Les 2 dernières semaines les ont convaincus que j'étais maléfique, peut-être possédé. Comment puis-je ne pas me souvenir de cette période ? Et compte tenu de ce que je sais, qui suis-je pour argumenter ? Ils veulent m'enterrer. M'enterrer vivante et quitter cette maison pour toujours, bien que cette dernière idée soit vraiment la leur ou celle de la banque, c'est une autre question. J'aimerais avoir la force de les combattre, mais je suis trop fatigué. Et vu ce qui vit en moi maintenant, c'est peut-être la meilleure chose à faire. J'ai toujours écrit des poèmes si joyeux. J'étais gêné que quelqu'un les lise à cause de leur optimisme et de leur vision lumineuse d'un monde d'au-delà des frontières d'endroits comme Greenheart Home ou de ma propre famille. Peut-être que l'idée qu'il existe des gens bien et des endroits bien, des endroits où la vérité, l'amour et la gentillesse peuvent trouver la lumière nécessaire pour devenir grands et forts, eh bien pour moi c'est un fantasme. Mais je ne le pense pas. Je pense simplement qu'elle m'est désormais interdite. La nuit dernière, je me suis réveillé et j'ai découvert qu'un nouveau poème avait été écrit. Et cette fois-ci, c'était le poème du fossoyeur et pas le mien. Le chant des pies. Il y a une volée de pies autour de moi, autour de moi. Elles planent aussi haut que tu vois, que tu vois. Elles ont pris mes yeux, mais elles ont été payées équitablement, car je me repose dans leurs yeux comme dans un commerce équitable s'étendant sur la terre et la mer, la mer. Il y a une volée de merles en vol, en vol. Ils vont et viennent chaque nuit, chaque nuit. Ils ont pris mes oreilles, bec aiguisé et méchant. Mais ils me favorisent avec chaque cri sanglotant, trouvé dans les espaces loin de la lumière, de la lumière. Il y a un troupeau de corbeaux qui crient fort, qui crient fort. Ils projettent des ombres grandes comme un nuage, un linceul. Ils ont pris ma langue et donc ma voix, et à ce moment-là j'étais fort, ils n'avaient pas le choix. C'est avec leurs fléchettes roses que je goûte les larmes, les larmes. Il y a un ciel plein de corbeaux, et c'est moi, c'est moi. Voir les restes dans le champ, j'y étais, j'y étais. Mais maintenant, je me déplace librement, toujours jeune et affamé, toujours en train de tendre la main dans le vide. Je te vois briller ici. Ton esprit inconscient. Je pense que le fossoyeur a écrit ce poème au moins en partie pour se moquer de moi, pour tordre quelque chose que j'aime et me montrer comment il va souiller chaque coin de ma vie, me laissant regarder jusqu'à ce que tout disparaisse. Mais j'ai vécu une petite vie. J'en attribue une partie à ma famille, mais je ne peux pas tout lui reprocher. J'aurais peut-être dû être plus courageuse et plus audacieuse, plus forte. J'aurais dû trouver un moyen. Mais il est trop tard pour moi maintenant. Ils ont l'intention de m'enterrer ce soir. Même si c'est horrible, je ne les combattrai pas. L'avantage d'avoir une vie si petite, c'est qu'il est plus facile de la risquer, plus facile d'être enfin courageuse. Je donnerai volontiers ma vie si je peux mettre fin au fossoyeur avec moi, l'empêcher de toucher d'autres personnes, protéger la bonté qui, je le sais,
et existent quelque part dans le monde. Je les entends venir me chercher, alors je dois en finir. J'essaierai de cacher cette lettre sur ma personne, ainsi que les moyens d'écrire plus si j'en ai le besoin et la capacité. Je viens de réaliser avec quoi j'ai écrit tout cela. Je ne me souviens pas de ce crayon et je me demande où il se trouve. Ça s'arrête là, je dis à Ellison. J'avais la bouche sèche et je me sentais au bord des larmes, à la fois pour Émilie et pour moi-même. Je ne me sentais pas plus proche d'une solution et je pouvais voir qu'Ellison ressentait la même chose. Nous nous sommes regardés un moment avant de poser une question qui me trottait dans la tête depuis que j'avais commencé à lire tout le reste de la lettre. « Pourquoi vous me croyez ? Pourquoi vous croyez tout ça ?» J'ai posé la lettre et je me suis rassis. Je pourrais être fou ou menteur, j'aurais pu falsifier cette lettre, donner des sels de bain à des gens ou quelque chose comme ça. Alors pourquoi êtes-vous si disposé à croire que le fossoyeur est réel ? Ellison se frotta la bouche et m'adressa un maigre sourire. J'aimerais dire que c'est juste mon instinct de flic. Mais mon instinct n'a jamais été très bon pour être honnête. La vraie raison, c'est que ce n'est pas la première fois que je vois un monstre. J'ai haussé un sourcil et il a continué. Mais pas cette chose, rien qui ressemble à cette chose, quelle qu'elle soit. Mais à une époque, mon frère a été enlevé par quelqu'un, une chose. J'étais un adolescent à l'époque et j'étais stupide. Je pensais le retrouver, traquer celui qui l'avait enlevé. Au final, c'est moi qui ai été chassé. J'ai été drogué à l'endroit où se trouvait mon frère. Il s'est avéré que je n'étais pas trop loin, mais je suis arrivé trop tard. Il a été complètement déchiré. J'ai vu des larmes couler dans les yeux d'Ellison alors qu'il regardait le mur. Soudain, cet homme était là. Il a tué cette chose et m'a sauvé. Je me suis penché en avant, les yeux écarquillés. Comment l'a-t-il tué ? Peut-être que ça nous aidera ? Il rit doucement. Tu vas penser que je mens, mais il l'a tué avec un pied de biche et une perceuse électrique. Quand il a fini, il n'y avait plus rien. Il était disparu. Et encore aujourd'hui, c'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue. Et ça s'est passé tellement vite. J'allais demander autre chose, mais mon téléphone a sonné. C'était mon ex-femme, la mère de mes enfants, Sandra. Et elle criait.